Bonsoir à tous. Au cinéma, Hiroshima mon amour, India Song. Au théâtre, Les Viaducs de la Seine-et-Oise, Savannah Bay. En librairie, Un barrage contre le Pacifique, Moderato Cantabile, Le ravissement de l'Olvestein, Le vice-consul. Ce sont là, dans une œuvre abondante et très diverse, quelques-uns des titres qui ont rendu célèbre Marguerite Duras. Et voilà que cet auteur singulier, un peu mystérieux, inclassable, certains par commodité l'ont rangé sous la bannière un peu floue de la modernité, voilà que cet auteur obtient un succès populaire inouï avec son dernier livre, L'Amant. Eh bien, c'est la preuve que Marguerite Duras sait encore nous surprendre et sa présence ici ce soir, en direct à Apostrophe, c'est encore une bonne surprise. Marguerite Duras. Alors, je sais bien, Marie Duras, que c'est vrai, vous avez obtenu d'autres succès, j'en ai énuméré d'ailleurs avant ce générique, mais quand même, celui-là, 100 000 exemplaires en 4 semaines, c'est absolument fabuleux. Est-ce que votre sensibilité, qui est très aiguë, très pointue, avait un peu pressenti ce succès? Non, non, non. Non, tout au contraire. Après le succès de La maladie de la mort, j'avais peur pour ce livre. Enfin, une peur relative, remarquez. Mais j'avais peur qu'il ne soit pas celui que les gens attendaient de moi. Puis voilà. Et alors, la critique déferlante, c'est une vague incroyable. Ah, quelqu'un a dit du mal, quand même. Ah bon? Oui. Ah, alors, non, Oui. il en faut bien un. C'est mon éditeur qui me l'a dit. Bon, Et quelqu'un a dit, on ne comprend pas qu'un éditeur laisse passer des fautes de grammaire pareilles. Bon, on y reviendra d'ailleurs sur le style. Alors c'est vrai que les critiques qui vous avaient boudé d'ailleurs un peu depuis quelques années, et puis tout d'un coup, alors ils vous retrouvent et ils vous couvrent de fleurs. Hein, ça vous a fait plaisir? C'est un peu gênant aussi. C'est un peu gênant. Vous savez, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans le silence autour de moi. Et là, évidemment, c'est un peu dur. Je ne peux pas ouvrir un journal. C'est un peu... Il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. C'est toujours un temps très difficile que le temps de la parution d'un livre. C'est un peu... Trop c'est trop, peut-être, là, non? Ben, c'est l'habitude de la critique qui fait qu'un livre est toujours pris un peu comme une certaine culpabilité. Vous êtes d'accord? C'est certainement vrai pour les auteurs. Mais, et puis alors, il y a une rumeur qui court Paris. Certains membres de l'Académie Goncourt auraient dit « Mais pourquoi lui donnerait-on pas le prix Goncourt ?» Alors j'ai regardé un petit peu dans les statistiques. En 1950, quand vous avez fait paraître ce chef-d'œuvre, pour moi c'est un chef-d'œuvre qui s'appelle « Un barrage contre le Pacifique », vous l'avez raté de peu. Alors l'Académie Goncourt, c'est complètement... misé à côté. Enfin, ce ne sont pas les mêmes, hein, c'était d'autres. C'était en 50, donc il n'y en avait aucun de ceux d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont couronné Les Jeux sauvages de Paul Colin et le barrage contre le Pacifique, ils l'ont laissé tomber. Alors, il doit avoir du regret. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas? Il ne voulait pas le donner au barrage. Parce que j'étais de gauche. J'étais communiste à ce moment-là. Enfin, j'étais membre du PC. Ce qui fait que le barrage, c'était une expérience épouvantable pour la famille, pour ma mère, et que j'en étais punie par ailleurs quand j'en ai parlé, quand j'en ai écrit, enfin. Alors venons à L'Amant. Oui. L'Amant. Nous sommes à Saïgon, entre les deux guerres, dans les années 20. Vous avez 15 ans et demi, et vous êtes sur un bac qui traverse le fleuve, c'est-à-dire le Mékong. Et vous êtes drôlement attifé, quand même. Vous voulez pas... Vous êtes attifé comment? Racontez-nous. J'ai un chapeau d'homme. Oui. Un feutre. Oui, un feutre rose, couleur bois de rose au large ruban noir. Oui. Et aux pieds? J'ai eu ce chapeau-là. Vraiment, je l'ai eu. Aux pieds, j'ai des laméors, des souliers pour danser. Oui, vraiment sur le bac, évidemment, vous devez faire... on doit vous remarquer. Aujourd'hui, on vous remarquerait à peine, parce que c'est une mode qui se porte couramment chez les jeunes filles. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne vous remarquerait pas, mais à cette époque, on vous remarquerait. Et d'ailleurs, quelqu'un vous a remarqué qui est dans une grande limousine noire, oui. Et vos regards se croisent. Et est-ce qu'on peut dire que cet échange de regards va changer votre vie? Oui. Le livre s'appelait avant La photographie absolue.
Il m'a été commandé, ce livre, attention. Et cette photographie absolue n'avait pas été prise, si vous voulez. C'était celle-là, cet instant-là, du bac. On n'aurait rien vu qu'un homme, une auto noire et une jeune fille et des cars pour indigènes, mais c'est de là que tout est parti, le fleuve une fois traversé. Qu'y a-t-il dans la voiture noire? Alors vous en donnez, c'est une Maurice Léon Bellet. Oui, Hein? mais je n'en vois plus de ces autos-là. Ah oui, non, de toute façon, il y a bien C'était- longtemps, elles sont dans les c'était- musées. Hein. Je pense que si on s'était assis l'un devant l'autre, on aurait été à cette distance-là, Avec dans cette auto. Dans cette auto. C'était gigantesque. Alors qui vous regarde? C'est un Chinois, très riche. Mais vous ne le savez pas qu'il est riche à ce moment-là. Si, je le sais à l'automobile. Ouais. Et puis au chauffeur. Je sais des choses comme ça. Il a 12 ans de plus que vous. J'ai 15 ans, il a 27 ans, oui, c'est ça. Et vous savez, on a l'impression que vous savez qu'il va devenir votre amant, votre premier amant, tout de suite. C'est-à-dire que j'ai su après qu'il ne m'avait pas déplu sur le bac. Mais sur le moment, je n'avais pas d'avis, sauf que j'étais assez étonnée par tout cet attirail de milliardaire. J'étais un peu étonnée, un peu épatée, enfin. Et attirée aussi, bien sûr. Vous dites, j'avais à 15 ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. Oui. Ce visage se voyait très fort, même ma mère devait le voir, mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon pour moi, par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avance sur le temps, les faits. Le mot fait a été remplacé par experiment. Oui. Et on a l'impression, enfin, c'est cette impression que j'ai eue là en lisant votre livre, que vous savez, dès le premier regard, dès ce premier regard, vous échangez avec ce jeune Chinois, qu'il va vous donner le plaisir, que vous allez connaître avec lui le plaisir et la jouissance. Si vous vous souvenez, dans le livre, je le dis à un moment donné. Je le dis, même sur le bac, il devait déjà me plaire. Mais je ne peux pas dire aussi précisément que ça, que vous le dites là, que je savais ça, non. Mais qu'est-ce Non, qui mais vous j'étais embarquée avec lui, embarquée dans l'histoire de tout le monde. Je devais y passer, quoi. Mais ça ne me déplaisait pas, ça me remplissait d'une certaine joie, d'une certaine tristesse aussi. C'était quand même le quittement de ma mère, mais d'une certaine joie aussi, d'être comme les autres. Mais qu'est-ce qui vous attire en lui? L'argent, la douceur. Et puis ce fait bizarre, c'est que je suis créole, vous savez, je suis née là-bas. Et il était comme un petit peu du même lieu que moi. Un peu contre ma mère, si vous voulez. Ça a dû se passer comme ça. Et très vite, vous allez dans sa garçonnière. Oui, très vite. Oui, très vite. Et là, il vous aime, il est fou d'amour pour vous. Oui, c'est normal aussi, une petite comme ça. Toute petite, toute... Et vous ne l'aimez pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, en dehors du plaisir? Vous savez, quand les choses ne sont pas dites, elles n'ont pas été dites, là, de ma part, elles ont été pensées clairement après, pendant le retour, sur le paquebot qui me ramenait en France. Vous vous souvenez de ça? Quand un jeune homme s'est tué, il s'est jeté à l'eau, et j'étais en pleine nuit, le bateau s'est arrêté, mais trop tard. Le corps a été perdu. Et cette séparation du corps du jeune homme m'a rendu à cette évidence que je l'avais aimé. C'est la séparation d'avec le corps du jeune homme mort qui m'a rendu à cette évidence-là. Je l'ai sans doute aimé. Mais en montant dans sa voiture et en allant dans sa garçonnière, vous saviez que vous avez créé à ce moment-là un double scandale. Hein, vous avez un scandale, le vôtre et puis le sien. Le sien quant à sa famille, vous voulez dire? J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Non, c'était quand même...
Je n'ai pas pensé au déshonneur, puisque je l'appelle de ce grand mot. C'est un mot de ma mère. Non, je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé qu'il fallait y aller. Je vivais avec 2 garçons qui étaient très en avance sur moi de ce point de vue. Je pense que j'ai voulu rejoindre mes frères. Oui, mais vous commettez quand même une transgression extraordinaire, parce que là, vous avez 15 ans et demi, donc vous êtes mineur, À cette époque-là, et vous devenez la maîtresse d'un Chinois. Alors vraiment, c'est une double provocation. Oui. Et cette provocation est très mal reçue par votre famille. Vous dites maîtresse. Oui, je sais pas. Pas l'amant, une maîtresse de l'autre côté. Oui, avant tout, c'était ça. Oui. C'était la jouissance. C'était très, très, très fort. C'était pour toute la vie. Oui, vous racontez une scène incroyable, c'est-à-dire il offre des déjeuners ou des dîners à votre famille. C'était comme ça, oui. Oui. Et personne ne lui dit rien. Alors surtout ni votre mère ni vos frères. Alors il l'ignore complètement. Hein. Alors pas un mot. Mais ce devait être des repas effrayants. Oh, il mangeait. Il s'occupait de rien d'autre. Et vous Il mangeait énormément, tous. On n'avait jamais l'occasion de manger des choses pareilles, des choses de ce prix-là. Moi, je commençais à avoir l'habitude, puisque je sortais tout le temps avec lui, mais pour mes frères, c'était une véritable orgie à chaque coup. Puis on était sans gêne, on était d'une très grande brutalité. Ma mère, elle n'a pas élevé ses enfants. On était devant comme derrière, qu'on était naturel. Ça, je l'accorde à mes frères et à moi. On était comme des animaux nobles, terribles. Vraiment, je peux dire, oui, c'est le mot sauvage qui revient le plus. Donc, il n'avait pas à se gêner devant lui, et il ne le faisait pas. Mais ça allait plus loin, ça allait qu'il était jaune aussi, et qu'il était chinois, et que nous étions des blancs. Et vous êtes dans un pensionnat. D'ailleurs, vous y allez quand vous voulez, c'est absolument oui. Vous faites sauter la discipline. Oui. Hein, et tout de même, ça se sait au pensionnat. Et vous êtes mis en quarantaine, parce qu'en plus de ça, le Chinois, il vient avec sa Pas au pensionnat, c'était des métis et des gens pauvres. Ils ne s'occupaient pas des quarantaines. Ah oui, non, c'est à la piscine. Non, c'était au lycée. Au lycée. Au lycée, on ne parlait pas. Alors, quelle force de caractère vous aviez pour supporter tout ça? Vous savez, c'était eu égard à ce qu'avait vécu ma mère, l'horreur de l'enfance. Votre mère, parlons-en. Alors, c'était rien. Que les banquiers de Ségon disent à leur fille, il ne faut pas lui parler à celle-là, parce qu'elle couche avec des Chinois. Bon. Votre mère, parlons-en. Oui. Alors, on trouve son pas en portrait parler. dans un barrage contre le Pacifique. C'est elle qui domine d'ailleurs tout le livre. Alors, elle a été institutrice. Elle a été institutrice en France, et puis elle s'est engagée dans l'armée coloniale, on peut dire, dans l'instruction publique. Elle était institutrice, oui. Toute sa vie, institutrice d'école indigène. Ce qui fait que nous avons vécu dans la brousse presque tout le temps, toute l'enfance. Et pourquoi quitte-t-elle l'enseignement pour acheter une concession? Elle n'a pas quitté. Elle n'a pas quitté. Elle a continué à En même enseigner, temps. oui. Ouais. Parce que c'était très difficile quand même. Elle avait 3 enfants, c'était très peu d'argent ce qu'elle gagnait. Et elle a voulu devenir riche pour nous. À ce moment-là, l'administration française lotissait la partie sud du Cambodge, entre le Siam et la chaîne de l'éléphant. Et il y avait ce qu'on appelle comment s'appelle ça, ces grandes plantations de latex, de caoutchouc. Ça a eu un nom dans l'économie coloniale. Ça s'appelle ça des concessions? Ça s'appelle les concessions, mais ces plantations-là rouges, les plantations rouges, non, ça me reviendra. Elle a acheté une terre pour faire du riz. Et elle a effectivement, oui, elle a porté au cadastre
Il n'y avait pas de compte en banque à ce moment-là, des choses comme ça. En tout cas, elle n'en avait jamais. Elle a porté 20 ans d'économie à ces gens qui l'ont vu venir. Elle venait de la brousse, elle était sans mari. Elle avait 3 enfants à charge. Et elle était institutrice d'école indigène, c'est-à-dire au dernier rang de la société blanche. Alors ils lui ont donné très facilement, enfin, avec le sourire, une concession complètement pourrie, que la mer envahissait. Voilà. Oui, et c'est tout l'épisode d'un barrage contre le Pacifique, et Oui. parce qu'elle se révolte, qu'elle ne veut pas que la mer, c'est la mer de Chine, envahisse sa plantation, et elle fait dresser des barrages, et hélas, qui ne vont pas tenir parce qu'ils sont bouffés par des bestioles, je ne sais plus quoi exactement. Des crabes. Oui, par des crabes. Et puis la force de la marée aussi. Oui. Bon, mais alors elle a été bernée, etc. Mais vous dites à un moment qu'elle était folle, vous dites elle l'était de naissance dans le sang. Oui. Oui, je crois. Je ne peux pas vous dire en quoi elle l'était, très précisément. Elle l'était peut-être parce qu'elle avait acheté cette terre-là. Cette naïveté prouvait aussi la folie. Elle était, en tout cas, elle était folle, oui. Quand elle était dans la Loire, à la fin, elle était folle. Et puis, vous racontez qu'elle a, je crois que c'est dans Barrage contre le Pacifique, qu'elle a joué pendant 10 ans du piano dans un cinéma. Oui, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai? Non. Ah non, c'est pas vrai. Alors, Elle oui. jouait du piano, mais oui. Ah bon, ça vrai. c'est inventé. Parce que moi j'ai. C'est une autre femme. Ah oui, moi j'ai fabulé parce que je me suis dit, alors, donc elle a joué pendant 10 ans du piano au cinéma, donc elle n'a jamais vu le film, puisqu'on jouait pendant que les films passaient. Et je me suis dit, tiens, Marie Duras donc, est venue au cinéma, peut-être pour que sa mère voit ses films. Voilà ce que je me suis dit, mais évidemment, c'est complètement faux. Alors, ce portrait qu'on trouve dans Un barrage contre le Pacifique, est-ce qu'il s'applique à votre mère? On ne pouvait plus lui en vouloir. Elle avait aimé démesurément la vie, et c'était son espérance infatigable, incurable, qui en avait fait ce qu'elle était devenue, une désespérée de l'espoir même. Cet espoir l'avait usée, détruite, nudifiée à ce point que son sommeil qui l'en reposait, même la mort, semblait-il, ne pouvait plus le dépasser. C'est votre mère, ça? Oui. Alors, quand elle engueule les administrateurs qui l'ont bernée, il y a 5 pages absolument superbes où vraiment, elle les traîne dans la boue en disant jusqu'à la fin, je vous poursuivrai de ma malédiction. Vous savez, elle n'avait pas d'interlocuteur. Donc c'est à nous qu'elle disait tout ça. C'est mes berceuses, ça, l'histoire de la concession. C'est avec ça qu'on a grandi. Dans cette terre incroyable du barrage où on allait tout le temps, quelquefois on y restait plusieurs mois d'affilée, aux vacances. Mais c'était à nous qu'elle parlait, c'était le cinéma, ma mère. Si je n'étais pas la musicienne, c'était le cinéma. Et votre frère aîné, alors là, un voyou de famille, un fouilleur d'armoire, un assassin sans armes. Ça existe. C'était un voyou. Oui. Mais quand même, vous m'accordez que j'ai innocenté tout le monde. Ah oui, ouais. Hein? Vous aimez tout Je le pense monde. que c'est ça, l'amant. Ouais. Tout le monde est innocenté. Mon frère aussi. Peut-être que c'est là qu'il l'est vraiment. Que c'est fini. C'est fini, je veux dire, le ressentiment terrible que j'avais contre lui. C'est fini. Depuis peut-être ça. Parce qu'il est mort. Depuis le livre, depuis que j'ai raconté, en toute liberté, ce qu'il était capable de faire. Mais, et puis, il y a un petit frère oui. qui va mourir en 1942. Oui. Ben oui, c'est difficile pour moi de parler de ça. Oui, mais quelle relation dans cette famille? Parce que ce sont des relations d'amour et de haine, c'est tout mélangé. Comme dans toutes les familles, non? Oh, je pense qu'il y a des familles qui sont peut-être moins singulières que la vôtre. Écoutez, moi, quand je vois des enfants tout à fait heureux, détendus, polis, charmants, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été contourné. Bon. Un certain naturel, peut-être. Un jeu de la loi, enfin, le jeu de la loi de l'espèce. Vous avez remarqué que les parents disent toujours « plus tard, tu verras, plus tard, tu feras ça ». Pourquoi? Ça veut dire que c'est un élevage, l'enfance. Je le dis d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. C'est un dressage. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Seulement, j'ai eu ce paradis de cette mère qui était tout à la fois, quoi. Le malheur, l'amour,
l'injustice, l'horreur. Et si vous avez eu une autre mère, c'est-à-dire par exemple une Française riche comme mère, est-ce que vous auriez écrit? Vous voulez mon avis? Ah oui, bien sûr. Je crois, oui. De toute façon, vous auriez écrit. Oh oui. C'était plus fort que ma mère elle-même. C'est la seule chose qui était plus forte qu'elle. Peut-être le petit frère était plus fort. Mais Parce que quand même, je considère que le petit frère est mort de meurtre. Il a été tué par le frère aîné. Je ne peux pas me défaire de ça. vous lui avez pardonné quand même. J'ai pardonné. Mais je ne peux pas me défaire de cette causalité, si vous voulez. C'est lui qui l'a tué. Une scène qui m'a rappelé un livre d'Albert Cohen qui s'appelle Le livre de ma mère. Vous aussi, vous avez eu honte de votre mère. Oui. Il faut dire qu'il y avait de quoi. Elle était n'importe comment, habillée n'importe comment. Je n'ai jamais vu des souliers décents, par exemple. Elle avait toujours des souliers escatés, des balles de coton. Mais tous les enfants ont honte de leur mère. Quand elle est mal habillée, quand elle a les cheveux tirés, surtout quand on sort d'un lycée où les mères venaient quelquefois et où elles étaient resplendissantes. Ben, elle arrive dans sa B12, et puis à côté, il y a une super limousine qui vous attend avec un chauffeur. Oui. Alors, je comprends que vous ayez eu honte. Hein? Et vous avez eu honte aujourd'hui d'avoir eu honte ou pas? Non. C'était rien. C'était un peu honte, je l'engueulais, puis après c'était fini. Et est-ce qu'elle avait honte de votre liaison avec le Chinois? Elle ne la connaissait pas. Comment elle ne la connaissait pas? Elle dînait avec vous? Oui, mais elle ne savait pas ce qui se passait. J'y crois pas. Hein. Il y avait une chose pire pour elle que les barrages. C'était cette appartenance à la race blanche. Elle était raciste. Nous étions racistes, comme tous les coloniaux. Ça aurait été pire encore si elle avait appris que sa fille couchait avec un Chinois. Pire que le barrage. C'est pas peu dire, hein, ce que je vous dis là. Ça aurait été pire. Et Mais elle ne le savait pas. Elle ne l'a jamais su. Paraît incroyable. Mon frère aîné, je n'ai jamais osé lui dire. Il m'a supplié, 6 ans après, 7 ans après, de lui dire, une fois. Et vous avez... Non. Il est mort sans le savoir. Ouais. Votre mère aussi. Oui. Le petit frère ne demandait rien. Il n'a jamais rien demandé. Et cette liaison avec ce Chinois a duré combien de temps et comment a-t-elle fini? Elle a duré 1 an et demi. Je suis partie. En France. Par le bateau. C'est Par le paquebot, oui. C'est d'ailleurs une admirable scène telle que vous la racontez. Alors, une chose qui est un peu curieuse, c'est qu'on retrouve votre mère en France dans un château, avec des meubles et tout ça. Comme elle était dans une misère extraordinaire, on se dit, mais comment a-t-elle pu acquérir un château en France? Elle avait refondé une école, la nouvelle école française, où elle avait des petits Français, des petits métis, des petits anamites très riches, voyez. Puis elle avait regagné de l'argent. Avec cet argent, elle avait acheté 2 propriétés. Une à mon frère et une à elle. Tout a été vendu en faveur du frère. Et le frère, le voyou, est mort, celui que vous appelez le voyou, hein, je ne me permettrai pas autrement. Oui, je l'appelle, oui. Si, un voyou. Bon, Oui. est-ce que... Alors, il est mort quand? Il est mort comment? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Ouais. On l'a trouvé mort dans sa chambre. Ouais. Oui. Et votre mère? Elle est morte il y a longtemps, je ne sais plus il y a combien de temps. Je dois avoir une vingtaine d'années qu'elle est morte. Mais son fils aîné, c'était sa passion, à votre mère. C'était son enfant.
C'était son enfant. Je ne sais pas comment ça... Je n'ai eu qu'un enfant. Je ne sais pas comment des injustices de cet ordre peuvent s'installer. Parce qu'en principe, une mère, c'est le miracle. Elle aime également, de façon préférentielle, tous ses enfants. Mais. Voilà. Et ils sont enterrés ensemble, la mère et le Ils fils? sont, vous vous rendez compte, ils sont enterrés tous les deux, oui, ensemble. Comme les amants chinois. Alors, venons-en à ce style de l'amant. Alors, je vais lire un passage, parce que ça me donne, je trouve, superbe, parce qu'il va bien vous donner, aux téléspectateurs, ce que c'est votre style. Là, c'est une scène d'amour. Il s'agit donc de l'amant, et il vous regarde. Il la regarde. Les yeux fermés, il la regarde encore. Il respire son visage, il respire l'enfant. Les yeux fermés, il respire sa respiration, cet air chaud qui ressort d'elle. Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps. Celui-ci n'est pas comme les autres, il n'est pas fini. Dans la chambre, il grandit encore. Il est encore sans formes arrêtées, à tout instant en train de se faire. Il n'est pas seulement là où il le voit, il est ailleurs aussi. Il s'étend au-delà de la vue, vers le jeu, la mort. Il est souple, il part tout entier dans la jouissance, comme s'il était grand, en âge. Il est sans malice, d'une intelligence effrayante. Alors, ce style, est-ce qu'il est très travaillé ou est-ce qu'au contraire, il coule comme ça de source? Ça, j'ai dû le faire comme ça, la première fois. Comme ça? Oui, mais c'est pas tout. Hein. Des fois, c'est la première fois. Très souvent avec lui, je ne corrige pas quand je parle de l'amant. C'est les autres choses que je travaille. Parce qu'il continue à vous inspirer. Oui. Oui, c'est une sorte de mise en abîme, si vous voulez. Il a éclipsé les autres amours dans ma vie, de ma vie. C'est curieux. Sans doute parce qu'il a été sans énoncé, sans déclaration. Il y a quelque chose là d'inépuisable, effectivement. Dans l'émotion aussi, même physique, je dois dire. Même physique. On peut se rappeler aujourd'hui un plaisir physique? Oui. Et à partir de ce livre, j'ai compris combien j'avais désiré mes frères. Surtout le petit. Il y a quelque chose en lui, si vous voulez, qui est du petit frère. Du fait de la race, de cette race jaune qui était inférieure pour nous, à la nôtre, de ce fait-là pour lui, et du fait pour mon petit frère qu'il était en retard sur la vie. Enfin, on dirait maintenant, oui, c'est ça, retardé, non? Ils se rejoignent, pour moi. Ça peut être compris, ce que je dis? Absolument. Oui. Je reviens au style. Alors, tous les critiques se disent, mais Fichtre, comment s'est fait ce style? D'où vient sa séduction? D'où vient son magnétisme? Alors là... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Comment vous en occupez pas? Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça. Oui. Comme elle m'attaque, si vous voulez, comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous faites des répétitions volontaires. Oui, vous je placez, répète beaucoup, oui. vous placez des mots d'une manière bizarre qui doit effectivement heurter des professeurs un peu puristes. C'est l'évidence. Bon, et avec cette chose. Mais j'avais commencé avec Hiroshima à être incorrect. C'est vrai. Oui, oui. Alors, avec ce style un peu bizarre, un peu singulier, et c'est là le miracle, c'est que vous obtenez, vous arrivez à dire les choses d'une manière juste, précise, rapide. C'est ça qui est étonnant. Mais ça, j'en étais pas sûre avant qu'on le lise, vous voyez.
je me disais, on ne pourra pas tenir avec ça. On aura envie des phrases, enfin, d'un déroulement plus classique de la phrase. Ben non, ça marche comme ça fonctionne comme ça. Je disais que, vous savez que l'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et que, par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux quelquefois. Au fond, vous l'avez écrit ce livre avec un sentiment d'urgence. C'était l'histoire qui était urgente. Oui, mais le style aussi, puisque vous dites... Non, l'histoire appelait de façon urgente d'être écrite. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Comment écrivez-vous? Expliquez-moi comment ça se passe. D'abord, je fais des feuilles où quelquefois ça reste. Non, mais avant de vous mettre, qu'est-ce qui se passe? Le matin, l'après-midi, le soir? N'importe quand. N'importe quand. Quelquefois, là, à la fin, j'étais complètement eue par le livre. Hein, j'avais le sentiment que le bruit revenait lorsque je cessais d'écrire. Mais j'arrivais à travailler 10 heures par jour. J'ai vu dans un entretien que vous ne pouvez pas écrire si vous n'avez pas fait votre lit avant. C'est vrai, ça? Ah, c'est vrai. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Depuis que j'ai subi cette cure-là. Alors, on le fait, gentiment. Mais c'est vrai qu'une chambre avec un lit défait... Ça dérange le... Oui, il faut que ce soit en ordre derrière soi. Oui. Comme la vaisselle dans la cuisine. C'est pas bon non plus. Il faut qu'elle soit rangée, lavée et rangée. Oui. L'ordre s'étend dehors. Oui. Alors donc, pourquoi vous ne tapez pas la machine, vous écrivez? Quand j'étais jeune, je tapais à la machine. Maintenant, non, je tape plus à la machine. Ouais. Mais ce livre-là, à la main, vous l'avez écrit en combien de temps? 3 mois. Dans MD, dont nous parlons dans un instant, vous avez dit à Yann Andrea, écrire, on croit que c'est facile, c'est le contraire. Vous le savez, c'est l'enfer. N'exagérez pas un peu, là, quand même. Non. Mais pas là. Avant, c'était l'enfer. Mais pas là. Comme dirait Bakounine, je viens de ce truc sur le bonheur, on peut aussi écrire sans souffrir. Sans trop souffrir. Parce que là, j'avançais dans l'inconnu, je me disais, mais je fais une chose impossible. Mais quand même, c'était plus fort que moi. Mais oui, c'est très dur d'écrire. Dans un commentaire à propos de votre film India Song, vous avez dit ceci, un écrivain, c'est intenable, ça fait du mal. Je voudrais que vous m'expliquiez ça. Ça se fait du mal ou ça fait du mal? Ça fait du mal. C'est intenable. D'être un écrivain, oui. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie, et duquel on ne peut absolument pas s'extraire? J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est. Écrire, je ne sais pas. Vous savez toujours pas? Non, mais j'ai beaucoup parlé, croyant le savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Exemple. Sartre. Sartre, comment? Il n'a pas écrit. Comment il n'a pas écrit?
Non, pour moi, il n'a pas écrit, il n'a pas su ce que c'était qu'écrire. Il est toujours, il a, si vous voulez, il a eu toujours des soucis annexes, des soucis en second, de seconde main. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Il a toujours puisé dans la société, dans une espèce d'environnement de lui. Un environnement politique, littéraire. Ce n'est pas de quelqu'un de qui je dirais, il a écrit. Je n'y penserai même pas. J'ai lu une chose qui m'intéressait, lui, dans Situation. Il parlait de la littérature américaine, sans ça, rien. Les mots? Ah si, j'ai lu ça. Oui. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui. Ouais. Quand est-ce que vous avez su que vous deviendriez un écrivain? Mais vous savez, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte là. Mais... Il y a des gens qui croient écrire. Et puis des gens qui écrivent. Mais c'est rare. C'est très rare. Quand avez-vous su que vous seriez un écrivain? J'ai vu que votre mère vous poussait à l'agrégation de mathématiques. Oui. Et quand vous lui avez dit non, je voudrais écrire des romans, etc., alors là... Elle était très bien, ma mère. Elle s'en foutait complètement. Elle me disait, t'as qu'à faire du commerce, c'est mieux. Vraiment, elle le disait. Elle le pensait. C'était une histoire de ridicule. Qu'est-ce que vous me demandiez? Je ne sais plus. Non, je vous ai demandé quand est-ce que vous aviez eu la sensation très profonde que vous écririez, que vous seriez un écrivain. Ben, c'est Queneau qui me l'a dit, ça. Mais Queneau, vous étiez... Mais j'ai fait un premier livre qui a été refusé par tout le monde. Mais je ne parle pas de ça, vous étiez attendez. en Indochine, vous dites à votre mère, non, moi je vais écrire, elle lui dit non, oui, quand j'ai décidé de le faire. Vous avez 15 ans, 14 ans, je ne sais pas. 12 ans. 12 ans? Oui. C'est ça, je veux savoir. C'est les livres qui donnent envie d'écrire. Quel livre? Les livres de classe, même. Mais votre frère aîné... Il n'y avait pas de livre, donc c'était des livres de classe. Ouais. Vous dites c'était un fouilleur d'armoire. Je veux dire, j'adore cette expression. Mais les écrivains, vous êtes aussi une fouilleuse d'armoire. Vous n'arrêtez pas de fouiller les armoires, les lits et tout ce qui, et tous les commodes, les tiroirs. Vous n'avez pas cessé de fouiller. Vous confondez avec une autre, là. Je confonds avec qui? Non, vous. Si, vous confondez avec une autre. J'ai rien fouillé, tout est imaginaire. Comment c'est imaginaire là? C'est que des fictions, mes trucs, mais mes non. livres. Si. Tout part du... C'est la première fois que je fais. Oui, mais tout se retrouve. Cette histoire se retrouve dans tous vos livres, d'une certaine manière. Ben, c'est ça qui m'a intriguée, figurez-vous. Pourquoi j'étais cherchée là? J'avais 8 ans lorsque j'ai connu Anne-Marie Streeter. Pourquoi j'ai été chercher cette femme pour faire India Song? Curieux. Oui. C'est ça qui a fait que je me suis dit, je vais écrire sur cette période. Rien ne me disait que ça. Mais sans ça, tout ça, c'est de la fiction. J'ai connu personne là dans Moderato. Même l'été 80, c'est une fiction. Est-ce qu'il y a des gens, bon, vous connaissez personne, mais est-ce que les gens se retrouvent dans vos livres? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, c'est moi? Anne-Marie Streeter, Lolvestein, et d'autres? Le vice-consul? Le vice-consul, beaucoup d'hommes, oui. Beaucoup d'hommes. Oui, je voulais vous dire quelque chose, je ne sais plus. Je reviens à l'amant. Je reparle, je me plagie là-dedans. Sur la mendiante, c'est déjà écrit tout ça. Oui. C'est presque écrit. Non, mais les personnages, on les retrouve dans tous Oui. vos livres. La mendiante, le vice-consul, Voilà, etc. Tous ceux qui sont familiers de votre œuvre savent très bien qu'on les retrouve sous d'autres formes. Mais, alors, votre livre, L'amant, commence par 2 pages sur votre visage. Alors, c'est intéressant parce que là, les téléspectateurs voient votre visage. Alors, vous dites qu'à 18 ans... À 18 ans, vous dites que votre visage a changé subitement. Il y avait votre visage du moment où vous avez rencontré le Chinois, votre amant,
Et puis à 18 ans, vous dites, ben non, il a changé mon visage. Il est devenu ce qu'il est. Oui, pas à 18 ans, mais oui, j'ai changé énormément entre 16 ans et 18 ans. Mais regardez ces photos que j'ai là dans un livre qui s'appelle Les Lieux. Oui, on les montre. Oui, mais vous le voyez, le visage, Oui, vos yeux cernés. les yeux cernés. Alors, vous dites que donc c'est ce visage, maintenant vous le traitez de dévasté, et vous êtes dur avec vous-même, puisque vous dites « J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. » J'aime bien la phrase, un visage détruit. Vous croyez que vous avez un visage détruit? Oui. Non, parce qu'il est... Enfin, là, j'ai la peau du visage détruite, oui. On vit très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit là-dessus. Parce que vous sortiez de votre cure de désintoxication, probablement. Et que tout de suite après, vous parlez de l'alcool. Celui qui m'a abordé dans le hall de la télévision, c'est le frère de Prévert. Et qui vous a dit, Je vous préfère maintenant. je vais lire la phrase, « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. » Il vous a dit ça dans la télévision. Quelle a été votre réaction? Peut-être pas le mot dévasté. Ah, j'étais contente. Enfin, je trouvais qu'il était... J'ai surtout pensé à lui disant ça. Il est venu en oblique, il est arrivé droit sur moi pour me dire ça. Et je trouvais ça complètement adorable. Bon, ce visage, c'est vous-même qui le dites, a été ravagé par l'alcool. Bon, et... Pas seulement. Pas seulement, par la vie, de toute façon. Ben, la Par vie avec l'écriture. l'amant aussi. Par l'écriture aussi, peut-être. Il est venu après la vie avec l'amant. Ouais. Hein. Bon. C'est qu'on parle 2 minutes de... Par l'écriture, bien sûr, oui. Oui. Yann me dit que c'est l'écriture. L'écriture, oui, bien sûr. L'écriture donne des rides aux écrivains. Hein? Oui. Et au lecteur aussi. Bon, l'année dernière, votre ami Yann Andrea a publié un livre intitulé tout simplement MD, qui est un livre terrible, pathétique, magnifique, dans lequel il raconte au début, c'est votre suicide à l'alcool, et ensuite votre cure de désintoxication, qui est absolument terrifiante. Mais alors, une question. Pourquoi, vous, Marie de Duras, vous vous suicidiez à l'alcool, au vin rouge? Pourquoi? C'est parce que je suis une alcoolique. Oui, mais pourquoi est-on alcoolique? Mais pourquoi? Parce que j'ai connu des hommes qui me faisaient boire. J'ai commencé comme ça. Avec qui je sortais tous les soirs. Et on devient alcoolique comme ça? Oui. Mais en ce moment, je suis une alcoolique qui ne boit pas, si vous voulez. Qui ne boit pas. Tout à l'heure, j'aurais bien pris un verre de scotch. Je n'ai pas fait. Vous ne pouvez plus boire une goutte d'alcool? Non. Comme il disait le docteur, même pas un bonbon rhum. Même pas un bonbon rhum. Bon. Alors, comme vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Détruire, dit-elle, je me suis dit, est-ce que à un certain moment, vous n'avez pas eu la volonté, je ne sais pas, pour des raisons peut-être même littéraires, parce que ça marchait moins bien, les livres, parce que l'écriture fonctionnait moins bien, de vous détruire? Vous savez, on boit parce que Dieu n'existe pas. Il est remplacé par l'alcool. Il n'y a plus de problème, si vous voulez. C'est certainement... il y a eu quelque chose de je sais ce que c'est, mais je ne peux pas en parler. Qui a fait que j'ai commencé à boire toute seule, chez moi. Mais à partir du moment où vous buvez seul chez vous, oui, c'est fini. J'ai fait 3 rechutes. Alors là, cette cure de désintoxication, c'est effrayant, ce que vous avez enduré. C'est effrayant. Et à un moment, vous avez cette formule que je trouve sublime. Ce que je viens de subir, c'est épouvantable. C'est comme si on vous mettait de la dynamite dans le corps et que ça n'explose jamais. C'est ce que vous dites à Yann Andrea. Mais c'est aussi très drôle, le livre. Non. Oh. Non. Non.
Quand je dis que quand je suis complètement vague et que je dis que le tropique du cancer passe par le 17e arrondissement. Oui, non, mais bien sûr, mais dans vos délires éthyliques, effectivement, il y a des choses drôles. Mais quand vous êtes au bord du délirium très mince et que vous voyez des bestioles partout, on ne peut pas dire trouver ça très drôle. Non, ça, c'est pas drôle. Hein, c'est pas drôle, ça, quand même. Terrible. Bon, est-ce que... Mais alors, il a réussi à capter quelque chose qui fait que j'ai écrit ce livre après. Je me suis reconnue comme ma mère me décrivait. Celle-là, elle râlera toujours, elle sera jamais contente. Puis elle n'en pense pas moins, etc. Vous voyez, comment je hurle dans les couloirs pour avoir le café le matin, par exemple. Ah, vous n'êtes pas une malade facile. Hein. Voilà, je me suis reconnue comme ça, et j'étais heureuse d'avoir conservé cette nature, vous voyez, la nature que j'avais. Pas esquintée. Moi, j'étais esquintée, mais pas ma nature. Et ça, c'est très, très fort dans le livre. L'amant est le signe tangible de votre retour à la vie. Oui, je ne peux pas dire que je suis revenue à la vie. Oh, comment? Non, c'est pas possible après, quand on a subi une cure comme ça. Mais je trouve que c'est une résurrection. Mais vous êtes fichu là-dedans. Mais c'est une résurrection parce que vous me voyez devant vous. Ben oui, non, mais j'ai lu ça, mais j'ai dit, mais c'est incroyable ce qu'elle a enduré. Mais enfin, vous avez failli mourir. D'ailleurs, le médecin dit à un moment, encore, elle aurait attendu 3 jours de plus et elle était morte. Ce qui ne veut pas dire que quand on en sort, ce soit une résurrection. Il y a quelque chose de démoli quand même. Je ne peux plus boire. Oui, mais vous êtes... je ne peux plus boire. Vous ne pouvez plus boire, mais c'est... C'est énorme. Vous êtes en bonne santé. Et vous avez pu oui, écrire mais je ne l'amant. bois pas. Et vous avez pu écrire l'amant. Et je me suis même demandé si vous n'aviez pas écrit l'amant, cette jubilation qu'on trouve dans l'amant. Je me suis demandé... Ah si, il y a une jubilation dans l'amant. Je me suis demandé... Non, mais que j'avais écrit avant. Non, non, pas du tout. Non, non, je me suis demandé si ça n'était pas dû à presque ce retour, à ce... Je n'ai pas pensé, mais c'est possible. Oui. Vous sentez qu'il y a une jubilation dans votre écriture, dans l'amant? Un bonheur. Un bonheur d'écrire. Je me suis demandé si c'est pas parce que, justement, vous aviez échappé à tout ça, vous reveniez de l'enfer. Vous revenez de l'enfer, écoutez, mais c'est effrayant, ce livre. Mais vous ne le savez pas quand vous êtes comme ça. Vous êtes très bien quand on boit. Moi, j'étais mourante. J'avais 15 syncopes par jour. Je ne le savais pas. Je rigolais quand je me réveillais des syncopes. Effrayant. Bon, quelques grands thèmes qu'on trouve dans votre œuvre. Par exemple, les voitures. Alors, les voitures, c'est étonnant, parce que il y a la Maurice Léon Bollé là, de l'amant, mais dans le barrage Pacifique, il y a toujours aussi le Chinois qui attend avec une voiture. Il y en avait 2, Léon Bollé. Oui, il y en avait 2. Il y a une torpédo de l'âge 8 cylindres dans le barrage contre le Pacifique, et puis alors, il y a la Lancia Noire. Citroën. Une Citroën, c'est ça, oui. Et puis il y a la Lancia Noire du vice-consul. D'ailleurs, vous rappelez de l'ambassade de France. De l'ambassade de France. Vous rappelez le début de India Song. C'est la Lancia Noire file sur la route de Chandernagore. C'est ça. Hein. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que toutes ces voitures, grandes voitures, limousines noires? C'est une obsession. Ça représente quoi? Les autos noires, là, je les appelle, oui. Je dis l'auto funèbre, non, de mon enfance. Oui. Oui, ça représente des signes extérieurs de richesse, comme ça, au premier degré. Mais ça doit représenter l'impossible pour nous, pour la famille, ma mère, mes frères. Ça représente le voyage. On roulait dans des conditions incroyables. Tout. Il n'y avait plus du tout de capote, il n'y avait plus de pneus, on mettait des feuilles de bananier dans les pneus. Enfin. Il n'y avait plus de phare, enfin, vous avez vu tout ça, oui. Alors l'automobile, c'était le luxe, c'était vraiment la richesse. Ça, c'était la richesse. Et puis, les tennis. J'étais frappé aussi de voir ça. Les tennis, il y a souvent des tennis dans votre... C'était la richesse. C'était aussi la richesse. Il y avait des tennis que dans le parc de l'administration générale. Les tennis et des réceptions. Mais je n'allais ni au tennis, ni aux réceptions. J'avais 8 ans. C'était l'inaccessible. Et pourtant, c'est là, tout le temps, partout, il y a des tennis. Et puis, les cris. Alors là,
qu'est-ce qu'on peut crier dans les cris du vice-consul qui sont restés célèbres, mais les cris d'amour, bon, mais les cris de la mendiante qu'on retrouve dans toute votre œuvre, les cris de votre mère. Les cris de la mendiante, c'est les cris de joie. Oui. Elle crie, elle rit, criante, vous voyez, elle est criante comme on parlait. On peut dire on est parlant, elle est criante. Les cris de la femme dans L'homme assis dans le couloir, les cris de votre mère. On crie énormément. C'est différents cris, écoutez. Mais oui, mais on crie. On crie. Bien Oui. sûr que ce sont des cris. Ah, ben, j'ai pas dit que c'était les mêmes, bien entendu. Mais on crie beaucoup. Ma mère crie tout le temps, oui. Comme Moïse, dans les déserts. Il était tellement imprégné de l'idée de Dieu qu'il ne pouvait plus parler, qu'il criait. Et ma mère était tellement imprégnée de l'injustice dont elle avait été victime qu'elle criait ces choses-là, au vide. Vous criez, vous, dans la vie? Ça m'arrive. Je crie très bien. Dans les tournages, quand il faut faire le silence, on me demande de crier. Enfin, je crie pas pour faire... Non, je crie pas méchamment. Bon, et puis, une expression qu'on retrouve, qui est d'ailleurs dans l'amant, me semble-t-il, c'est exténué de désir. Des personnages exténués de désir. C'est une... Oui. Et qui, à mon avis, d'ailleurs, disent bien ce que Oui. sont vos personnages. Ils sont exténués de désir. Je dis à propos de Hélène Lagonel. Oui. Ah oui, Hélène Lagonel. Ça, c'est un personnage, il y a 4 pages sur elle dans votre livre. C'est une... elle a votre âge, à peu près. Oui, Et, enfin, elle a un an de plus. ouais. Et alors, vous parlez, par exemple, des seins de cette Hélène. Comme, Oui. comme si vous les aviez vus hier. Oui, je vois le corps très bien, là encore. Sublime. Vous le voyez aussi. Je le vois, ah, bien sûr. Oui. Il est inoubliable, vous verrez. Les seins qu'elle portait, que le corps portait, comme pour les offrir à la main. Oui, c'était un amour, un désir qui ne s'est jamais déclaré. Et qui était exténuant, oui. Complètement exténuant. Mais qui était annexe, qui était un désir, comment dire, une sorte d'épiphénomène du désir central qui allait aux Chinois. Vous revoyez le corps de l'amant? Oui, très bien. Le visage, beaucoup moins. Je décris le corps. C'est un peu le corps du petit frère aussi. Je vois mieux son corps que mon corps. Ah oui, Oui. parce que vous le voyez plus que vous ne vous voyez. Ben oui. Hein? Donc, la romancière du désir, ou l'écrivain du désir plutôt, ça serait plus général, c'est une formule qui vous résume bien? Vous savez, on cherche souvent des formules, nous les journalistes, hein, on cherche un truc pour faire un titre dans un journal. L'écrivain. Ah non, mais bien sûr, oui, mais l'écrivain, ça ne désigne pas, il faut qu'il y ait une formule. Vous ne dites pas écrivain de la Corse ou bien du Ah, pourquoi Périgord. pas? Et pourquoi pas? Ah ben comment? Ben, moi, je ne dis pas. Non? Ah oui, Non. mais ça, c'est les journalistes, c'est le travers des journalistes, c'est bien. Sartre, c'était un écrivain de quoi? Ah, je sais pas, là, vous me prenez au dépourvu, mais enfin, on pourrait trouver de l'existentialisme. Non, c'est un écrivain du désir. Je veux pas. Bon, là, je vais reprendre l'amant parce que je voudrais citer ceci, qui est page 57. Et c'est une phrase de votre mère. Et vous allez voir, ça va nous amener à ceci. Elle crie, oui, elle crie. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni d'une quelconque personne, ni d'un quelconque État, ni d'un quelconque Dieu. C'est aussi votre avis? Oui. Les gens qui attendent de l'aide, par exemple, pour écrire, vous savez, qui attendent d'avoir du temps, qui attendent d'avoir du calme, d'une maison calme, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des prétextes.
Ils n'ont qu'à écrire partout. On écrit partout. C'est pas des écrivains, je veux dire, c'est ça. Oui, mais c'est pas tout à Je fait... réponds à ça. Non? Si. Répondez à ça. Si, par exemple, les gens ne croient rien, y compris soi, enfin, pour moi. Si je me dis, oh, j'irai plutôt à la campagne pour écrire l'amant ou à la mer et tout ça, je n'avais pas de lieu pour écrire. Je transportais mon manuscrit de lieu en lieu. On ne me la faisait pas, cette histoire-là, voyez-vous. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Ouais. Je ne me racontais pas d'histoire là-dessus. Et je ne me raconte pas d'histoire. Je sais que quand on n'écrit pas, eh bien, on n'écrit pas. Ouais. Alors, vous Vous m'ignorez... raconter, si vous voulez, c'est ça. Non, ça rejoint ça. Vous savez qu'il y a des gens bien des gens ont été choqués, certains même scandalisés, par votre page 85. Alors vous racontez que pendant la guerre, vous avez connu Ramon Fernandez, qui était un collaborateur, et vous dites ceci, collaborateur les Fernandez, et moi, 2 ans après la guerre, membre du Parti communiste français. L'équivalence est absolue, définitive, c'est la même chose, la même pitié, le même appel au secours, la même débilité du jugement, la même superstition, disons, qui consiste à croire à la solution politique du problème personnel. Vous êtes consciente que vous choquez beaucoup en affirmant ceci. C'est mon avis. Je n'avais qu'à savoir. Des tas de choses avaient eu lieu, je n'avais qu'à les connaître. Les procès de 1933, le pacte germano-soviétique, la liquidation de la Pologne. Tout ça avait eu lieu. La trahison de 1936. Je n'avais qu'à me renseigner. Oui, mais... C'est une aventure personnelle, oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'étais complètement dans le désarroi. C'est ça la croyance de la solution politique au malheur personnel. Mon mari était déporté, 14 camarades étaient déportés, j'étais complètement... Je ne savais pas s'il était vivant, enfin, c'est affreux. Et je me suis dit, je vais... Et puis, De Gaulle avait désarmé les milices patriotiques de Paris. Ça m'avait terriblement choqué, ça. Je me suis dit, je vais retrouver la fraternité à l'intérieur du parti. Oui, mais les collaborateurs... Bon, collaborateurs, c'est pareil. La collaboration offrait comme ça des occasions, comme la fin de la guerre offrait une occasion de s'inscrire au parti. Et la montée de violence, si vous voulez, la violence, le meurtre, l'assassinat nazi, offrait à d'autres gens des espèces d'aventures nouvelles, si vous voulez. Ils n'allaient pas jusque-là, les gens que j'ai connus. Mais c'était un nouveau voisinage, une nouvelle Europe, un autre point de vue que les points de vue. Enfin, c'était très, très, très restreint. Le champ politique français était très restreint à ce moment-là. C'est une occasion de changer de direction de sa vie, comme une invite à venir se perdre. Il y a une perdition là-dedans. Mais Marie Duras, collaborateurs, Oui. il y avait l'ennemi sur notre sol. Et mais qu'est-ce que c'était que ces par collaborateurs? Ils étaient collaborateurs, et puis voilà. C'était par intérêt. Ils n'ont jamais fait de mal à une mouche, ces gens-là. Jamais. Moi, j'ai vu des femmes tondues parce qu'elles avaient aimé des Allemands. J'étais autant horrifiée que par ce qui s'est passé pendant la guerre. Autant. Mais on devenait aussi stalinien. Alors pourquoi me blanchir, moi, et puis salir Brasillac, par exemple? Qu'est-ce qu'il a fait, Brasillac? Il avait quel âge, Brasillac? Il était très jeune, je ne sais pas l'âge qu'il avait. Il était jeune, monsieur. Enfin, on était communiste, on était stalinien aussi par utopie, c'est aussi parce qu'on croit au bonheur du lendemain, etc. Non, mais enfin, c'est comme si vous me disiez maintenant, je ne connais rien de l'Afghanistan. Je ne connais pas la réaction de Marchais et de Juquin, qui ont rigolé, vous savez, à la télévision en parlant, dans la joie, en parlant de la délivrance de l'Afghanistan par les soviétiques. Si vous me disiez tout d'un coup, je ne savais pas, ce jour-là, j'ai pas regardé la télé.
J'ai rien à dire là-dessus, moi je savais ces choses-là. Mais je croyais, comme la plupart des gens, que c'était des choses inévitables. Des exactions, des excès, enfin, inévitables. Eux, qu'est-ce qu'ils savaient comme nous? On ne savait pas les camps. On savait très peu de choses sur les camps. On savait les histoires de Dora, c'est tout. Vous êtes toujours une femme de Les gauche? pogroms. Je suis plus rien. Vous êtes- Je suis mitterrandienne. Ah, Oui. Je suis pour la personne de Mitterrand. femme de gauche, non. Vous dites non. Non, je suis plus rien. Voilà, mais mitterrandienne. Pourquoi? Parce que Mitterrand est un bon écrivain? Parce que c'est... Non. Pourquoi? Parce que c'est une personne à part entière. Il n'a rien derrière. Il n'a pas l'argent derrière. Et il n'a pas d'idéologie. En tout cas, il la contourne tellement, l'idéologie, que ça ne... C'est son grand art, ça. C'est une sorte de seigneur de la personne. De sa personne, il est seigneurial, je trouve. Il fait des choses très très bien. Des choses définitives. Sur lesquelles on ne reviendra plus jamais. Sur la peine de mort, par exemple. Il a fait un miracle, il a culturisé la crise économique. J'aime pas beaucoup ces néologismes, culturiser, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde réfléchit là-dessus maintenant. On pense à la crise. On ne la subit plus seulement, on y pense. Et ça, c'est Mitterrand. Je remarque aussi que on ne trouve jamais votre nom au bas des pétitions des intellectuels. Oh. Non. Pourquoi? Si, je signe quand même. Oh. Si, je signe. Ah bon? Non, non, je fais des choses. Vous avez signé quoi? Je suis Amnesty International. Ah, Oui, quand même. Depuis longtemps. J'ai signé pour des étrangers, surtout. enfin bref, vous ne croyez plus au lendemain qui chante, au bonheur universel. Hein? Pas trop nul. Rien que ça fait rire, ça fait rire. Mais c'est fini le Parti communiste. Vous m'en parlez parce que c'est amusant. C'est fini. Ah non, je vous en... 6%, c'est la fin, tout à fait. Bon, alors il y a quelque chose qui dure, c'est l'Académie française. Hein. Là, ça dure depuis quelques siècles. Alors, vous savez qu'il y a déjà une Marguerite qui est très célèbre à l'Académie française. C'était la première qui est rentrée. Est-ce que vous, Marie Tursenard, donc, est-ce que Marguerite Duras, par exemple, si un fort parti d'académiciens se déclarait pour elle, comment elle accueillerait cette requête? Je suis prête à tout, vous savez. Et je ne crois pas à l'Académie, quand même. Ça veut dire quoi, je suis prête à tout? C'est pas vrai, vous n'êtes pas prête à tout. Si, regardez, je suis là. Oh, bah, faut écouter. Je suis là, apostrophe. Oui. Alors donc, Il y a 6 mois, j'aurais juré que jamais je viendrais. Ah oui, mais il faut arriver au bon moment. Puis je vous ai vu, là, souvent, vous êtes quand même complètement charmant. C'est vrai, que quelqu'un le dise comme ça, je le pense. Oui. Ah ben, c'est très gentil. Mais vous savez qu'il y a des académiciens qui sont très charmants. Ils vont vous circonvenir. Oui, mais j'ai un passé trop houleux. Vous croyez qu'un livre comme ça peut rentrer à l'Académie? Croyez? 15 ans, c'est la honte de la famille, la honte de la société. Non, j'ai trop fait de choses, j'ai trop risqué pour entrer à l'Académie. Trop risqué. Alcool aussi. Vous croyez qu'il y en a qui C'est boivent pas pas déclaré chez les Parce que vous académiciens, croyez qu'il y en a l'alcoolisme. qui boivent pas de là-bas? Ah ben, vous vous trompez. Mais c'est pas déclaré. Simplement, ils sont plus discrets que vous, c'est tout. Bon, pour terminer cette émission, ce sont les dernières minutes. Je voudrais revenir à Marguerite Duras avant l'amant. Quand vous étiez dans la concession, comment étiez-vous? Quelle petite fille étiez-vous? Parce que là, vous vivez dans une nature qui est complètement hostile. Il y a des caïmans, il y a des serpents, il y a des félins, etc. Vous avez peur ou Ben pas? oui, on était là-dedans, avec le petit frère. Oui, on avait tout le temps peur.
Mais peut-être que c'était ça le jeu majeur, vous voyez. On se sauvait toutes les siestes, je l'ai dit d'ailleurs dans le barrage. On allait dans la montagne, face au Siam, toujours le Siam. Et on entendait le tigre quelquefois. On allait aux embouchures du Rac. On tuait des crocodiles, enfin lui, des panthères noires. Ça fait une enfance différente de la vôtre, par exemple. Ah oui, sûrement. Oui, sûrement. Et vous étiez complètement insouciante ou... J'avais peur, moi. Il m'aurait traîné au bout du monde. Je le suivais partout. Oui. Je le suivais partout, partout, dans la forêt jusqu'au village, en haut de la montagne. Je n'ai aucune photo de ces endroits-là. Et après avoir connu tout ça, je suppose que vous n'avez plus eu peur du tout après dans votre vie. J'ai eu peur des Allemands. J'ai eu peur de la police allemande. Mais autrement, non. Rien ne me fait peur en France. Si, peut-être, quand même, certains partis politiques. Mais la peur qu'on a eue pendant 3 ans, à Paris, d'être arrêté par la police. J'ai beau en parler à des gens qui ont peur de la police ici, mais je pense que ce n'est pas communicable. Et puis alors, quand vous arrivez en France, vous avez quel âge? Je suis venue 2 fois, à vrai dire. Mais je suis, enfin, quand vous installez. Définitivement, eh bien, je viens pour... oui, je viens à 17 ans et demi, 18 ans, oui. Et comment vous vous installez facilement? Vous vous adaptez facilement? Mais j'étais d'abord chez mon frère, puisque ma mère m'avait obligée. Non, mais comment vous... C'est un pays quand même tout nouveau pour vous, la France. Oh, j'ai cru mourir d'ennui. Ouais. D'elle. À 18 ans, c'est étrange. S'ennuyer de sa mère à ce point. Puis après, j'ai eu des amants. Après les 2 ans passés, parce que je restais 2 ans. Des amants et des maris? Un mari. Ouais. Presque le chinois, l'amant. Vraiment, vous avez beau fouiller, j'ai vraiment vécu comme tout le monde. Ouais. Et reste que l'amant, non seulement il a été le premier, mais il reste quand même le plus singulier, le plus étonnant, le plus... Il reste l'éblouissement d'aimer, sans doute. Oui. Voici les dernières lignes superbes du livre. C'est la Chine, le plus beau. Quand je parle de la fiancée chinoise, non? Non, le dernier, vous allez voir. Oh. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme, c'est donc l'amant. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère, qu'il l'avait revue à Saigon. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Est-ce que vous, sur votre lit de mort, vous aurez une pensée pour l'amant, le premier? C'est possible. C'est possible. Merci, Marguerite Duras. Alors, des ouvrages pour montrer. Alors, voilà, il y en a beaucoup en livre de poche. Alors, on peut trouver, ça ce sont des classiques. Ça, c'est les éditions de Minuit dans la collection Double qui ont publié Moderato Cantabile, Les petits chevaux de Tarquinia, Hiroshima, mon amour, donc là, c'est le scénario, les dialogues du film de René, Le marin de Gibraltar et Le ravissement de Holstein. Et bien entendu, on vous a dû vous montrer un barrage contre le Pacifique. Alors, d'autre part, je vous signale, alors ça, ce sont Détruire dit-elle, ce sont des pièces, Détruire dit-elle, ça c'est aux éditions de Minuit, Savannah Bay, oui, je vais le dire à la fin, ça, Agatha aussi, qu'on va créer ou reprendre. Alors ça, ce sont des chroniques que vous avez publiées dans Libération durant l'été 80, toujours publiées aux éditions de Minuit. Les lieux de Marguerite Duras, ça c'est le texte d'une émission de télévision qu'on a faite chez vous, avec et toutes les photos qu'on a pu voir durant cette émission, on les a puisées dans ce petit livre, un livre qui a été fait avec Michel Porte.
L'homme assis dans le couloir auquel j'ai fait allusion. Alors ça, ce sont 3 textes qui ont été publiés très récemment et qui sont des textes très très courts, qui ont une forte, enfin en tout cas pour 2 d'entre eux, une forte charge érotique, notamment L'homme assis dans le couloir et La maladie de la mort. Et puis L'homme atlantique. Alors là, je me tourne vers le cinéma, Le camion de Marguerite Duras, aux éditions de Minuit. 2 livres qui sont publiés au Mercure de France, qui sont réédités fort à propos, l'Eden Cinéma, et puis là, il y a le Navire Night, Césarée, Les mains négatives, Aurélia Steiner, et 3 fois au Mercure de France. Je signale aussi, il y a toujours le cinéma, Marguerite Duras, alors c'est un ensemble de textes de vous, de Lacan, il y a un texte qui est souvent cité de Jacques Lacan, qui appréciait beaucoup votre œuvre, Maurice Blanchot, Mascolo, Xavier Gauthier, Viviane Forester, aux éditions Albatros. De Nicole Lise Bernheim, Marguerite Duras tourne un film. Alors ça, c'est India Song, je crois. C'est le tournage d'India Song, toujours aux éditions Albatros, avec donc votre témoignage à vous, et puis des acteurs, Delphine Seyrig, Michael Lansdal. Toujours le cinéma, ça c'est un numéro spécial des Cahiers du cinéma, qui est paru en juin 80, où il y a d'ailleurs des textes qui sont souvent assez drôles, je veux dire. Et dans ces textes, vous expliquez votre conception du cinéma. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais enfin, ce n'était pas le sujet, bien entendu. Marguerite Duras, Les yeux verts, notamment votre rencontre avec Godard, qui est fort drôle. De Marguerite Duras à Montréal, publié, texte réuni et présenté par Suzanne Lamy, André Roy, aux éditions Spirale. Alors ça, c'est votre séjour au Québec, sur les textes des conférences que vous avez données, des interviews que vous avez accordées. Enfin voilà, c'est donc tout ça. Je signale aussi, alors ça, je l'ai reçu cette semaine, ça vient de paraître, vraiment, c'est opportun, aux éditions L'Âge d'Homme, Marguerite Duras, Médium du réel, de Madeleine Alain. Ça a l'air, j'en ai lu quelques pages, ça a l'air très intelligent, très original. Et puis, j'ai pas fini, ça c'est les éditions des femmes qui ont publié deux cassettes. Alors Marguerite Duras, lue par Catherine Deneuve, je crois que c'est Les petits chevaux de Tarquinia, c'est ça. Et puis Marguerite Duras qui se lit elle-même, et ça ce sont des textes de l'été 80, je crois bien. Réunis par Yann Andréa. Voilà, donc ce sont deux. Et puis alors, voilà le monument, ça vient de sortir, c'est l'édition vidéographique critique de Marguerite Duras. Autrement dit, là-dedans, il y a... Voilà, je ne peux pas les ouvrir, non, tout va tomber. Il y a 5 cassettes vidéo qui représentent 15 heures du cinéma de Marguerite Duras. Enfin, chaque film est suivi d'un entretien avec... c'est qui est-ce qui vous a interviewé? Dominique Noguez. C'est ça. Bruno Nuiten. Alors là-dedans, on trouve donc Nathalie Granger, India Song, Le Camion, Césarée, Son nom de Venise dans Calcutta désert, etc. Et tout ça est publié, c'est l'œuvre du Bureau d'animation culturelle du ministère des Relations extérieures. C'est sa 2e... Troisième. Parce qu'il y a eu Rob Crier avant. Oui, puis ils ont fait Jean Rouge. Ah oui, ils ont fait Jean Rouge. Ça, je l'ignorais. Très bien. Alors ça, et on m'a signalé que... je sais pas. On m'a dit... Enfin, c'est en souscription jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ce sera en vente dans les, dans les magasins de vidéos. C'est magnifique, C'est magnifique, mais c'est très très bien. Leur boulot est très très bon. Là. Ah oui, j'espère que vous pouvez être contente. Alors là, vraiment, c'est... Ils ont fait un travail de premier ordre. Ah oui, c'est assez formidable. Je le dis parce que c'est des gens que je connais. Oui. Il y a d'ailleurs... Ah oui, je signale qu'avec ça, il y a un texte... où il y a tous les entretiens que vous avez eus à propos de tous ces films. Oui. Et interviennent aussi Delphine Seyrig, Michael Lansdal et beaucoup d'autres. Depardieu. Voilà, Depardieu, exactement. Édition vidéographie critique. Voilà, c'est complet. Alors je signale, parce que vraiment, vous êtes vraiment dans l'actualité. Ah, c'est fou. Enfin, je m'en plains pas. Alors, Savannah Bay est repris au Théâtre du Rond-Point par la compagnie Renaud Barrault, et c'est d'ailleurs Madeleine Renaud, bien entendu, qui joue le principal rôle. Au Lucernaire, Théâtre Noir, Hiroshima, mon amour, dans une mise en scène de Michael Lansdal. Oui. C'est ça. Alors, à partir du 2 octobre, au château de Bourgard, par la Comédie de Caen, Agatha, dans une mise en scène de Daniel Girard. Agatha, je l'ai montré. C'est une création, j'ai l'impression, Agatha, ou ça a déjà Non, ça s'est donné à Paris. Ça a déjà donné à Paris, très bien. Et puis, je signale qu'en janvier prochain, le Théâtre de la Criée, à Marseille, présentera La Mouette de Tchekhov dans une traduction nouvelle de Marguerite Duras. Une adaptation. Une adaptation, bien. Et puis, alors, pour changer le générique, eh bien, j'ai puisé la musique du générique dans ce disque, ce 33 tours, qui vient de sortir au Chant du Monde. Ce sont les musiques de films de Carlos D'Alessio, qui est un très remarquable compositeur. Et j'ai bien entendu choisi la très belle musique au piano d'India Song,
Alors voilà, je vous demande de l'écouter. Merci en tout cas, et merci pour ces 70 minutes passées ensemble.